Toutes les chaînes de télévision sont formelles, la faillite bancaire à répétition aux États-Unis est transitoire, comme l'est l'inflation monétaire. Nous avions déjà ce discours en 2007 lors de la faillite de New Century Countrywide, la banque qui a fait faillite en juillet 2007, et nous avons vu en 2008 comment les choses se sont déroulées. On a eu également ce discours à l'époque du Covid, fin 2019, où naturellement la pandémie devait rester limitée à la Chine et ne sortirait jamais au grand jamais de Chine. Donc, je pense qu'il est temps de faire le point sur ce sujet et évoquer un bon livre qui s'appelle Demain un âge d'or, chronique de la reconquête, dans lequel j'explique en 2019, page 8, en 2019, l'encours des produits dérivés de la seule Deutsche Bank se montait à 55 000 milliards de dollars, soit 20 fois le PIB allemand, 20 fois. Dès que les défauts atteindront 3% de ces encours, le monde, et pas seulement l'Allemagne, sera replongé dans une crise comparable à celle des années 30. C'est d'autant plus vrai que depuis la crise de 2008, tous les États du monde se sont portés garants de l'insolvabilité des emprunteurs, privés, ménages et entreprises. Le risque corporate n'existe plus. Au nom de la loi, aucune banque ne fera plus faillite, ce sont donc les États qui feront faillite, et pas seulement l'État allemand ou l'État autrichien, mais l'État italien, l'État français, l'État japonais, l'État chinois, l'État américain. Ce que le grand public appelle crise, entre guillemets, n'est que l'adaptation de l'économie à l'intervention étatique croissante depuis 1973, année où les autorités américaines décidèrent de laisser le dollar perdre de sa valeur afin que le gouvernement puisse continuer à dépenser sans compter. Le monde est frappé par une crise financière majeure tous les 7 ans. Alors dans le livre, j'explique effectivement, je détaille toutes les crises depuis 1973, et je poursuis page 11. La prochaine crise devrait éclater en 2022. Elle ne concernera plus les entreprises, mais les États. Elle se matérialisera en hyperinflation monétaire, c'est-à-dire inflation incontrôlable. Les capitaux des épargnants ne vaudront plus rien. Or, sans capitaux, point de capitalisme. J'annonce pas la fin du capitalisme. Ensuite, il y a tout un développement. Je vous explique dans Demain un âge d'or que l'État va aller à sa faillite, inéluctablement, du fait de l'hyperinflation monétaire, c'est-à-dire de l'inflation hors de contrôle, d'où l'aigle qui évoque l'aigle du Reich, puisque nous sommes dans une sorte de république de Weimar, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, qui va aller vers toujours plus de dépenses publiques et toujours plus d'inflation, et qui va aller vers une révolution, et qui cette fois-ci sera mondiale, et qui ne concernera pas que l'Allemagne ou l'Autriche, comme ce fut le cas dans les années 30, mais qui concernera également toutes les grandes puissances de ce monde. Alors j'ai relevé, nous sommes le 17 mars, quelques chiffres ce matin. Je vais faire un petit comparatif sur les taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe, ainsi que le taux d'inflation. Et je vais vous expliquer quelque chose d'un peu plus profond sur la théorie quantitative de la monnaie. Le taux d'intérêt en Europe, le taux de base bancaire de la Banque Centrale Européenne est de 3% au 8 février 2023. Aux États-Unis, il est entre 4,5 et 4,75%, ce qui explique que d'ailleurs le dollar monte par rapport à l'euro, puisque le dollar est mieux rémunéré que l'euro. Le taux d'inflation en Europe était en 2022 officiellement Eurostat de 8,4%, et aux États-Unis, il était officiellement de 6,5%. Donc quand on fait la différence entre le taux d'intérêt de la monnaie et le taux d'inflation, on est à un écart de 5,4% en Europe, donc les épargnants perdent 5,4%, et aux États-Unis, il est de 2%. L'écart. Alors, les grands perdants de ce système, eh bien, ce sont les épargnants, les salariés et les retraités, car l'épargne est moins bien rémunérée que l'inflation, les salaires augmentent moins que l'inflation, et les retraites augmentent moins que l'inflation. Et le grand gagnant, c'est l'État. Alors, à ce stade de mon explication, il faut aborder un point important, qui est la théorie quantitative de la monnaie, puisqu'un certain nombre d'économistes nous expliquent que cette inflation ne peut être que transitoire. Alors, la théorie quantitative de la monnaie, c'est une équation, MV égale PY, où M, grand M, c'est la masse monétaire en circulation, V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire le nombre de transactions, égale petit p, indice des prix, fois grand Y, le revenu national. Donc c'est une inflation au premier degré, une inconnue, petit p est donc égal à MV sur grand Y. Sachant que grand Y augmente très peu, le revenu national, il y a très peu de croissance économique, que la masse monétaire augmente fortement, ça tout le monde le reconnaît, mais un certain nombre d'économistes disent, mais petit v, le nombre de transactions diminue.
Alors c'est vrai que si on se contente dans une économie d'augmenter la masse monétaire et que le nombre de transactions diminue, eh bien le produit MV va pas augmenter, donc l'indice des prix, petit p, va pas augmenter. Ou s'il augmente, il augmente de façon transitoire. Alors qu'est-ce qui ferait que, par exemple, petit v n'augmente pas, que le nombre de transactions n'augmente pas? Et par exemple, si la Banque centrale ou les banques prêtent 1 million d'euros à tous les Européens, ou mettons 1 million de dollars à tous les Américains, et que cet argent reste sur les comptes bancaires, et si cet argent n'était pas utilisé, on aurait donc une augmentation de grand M, de la masse monétaire, mais on n'aurait pas, puisque cet argent n'est pas utilisé, on n'aurait pas d'augmentation de V. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Aujourd'hui, lorsque les banques prêtent de l'argent aux entreprises, ben cet argent, il est forcément dépensé. Surtout que lorsque les banques prêtent de l'argent aux États, ou lorsque les États font tourner la planche à billets, ben cet argent, il est dépensé. Donc, l'augmentation de la masse monétaire s'accompagne de l'augmentation du nombre de transactions. Donc, MV augmente bien. Et pas seulement M, mais MV, le produit MV, et sachant que divisé par grand Y, le revenu national n'augmente pas, eh bien effectivement l'indice des prix petit p ne peut être que positif, et il est naturellement bien supérieur à l'inflation officielle. Quand on nous annonce qu'il y a 8,4% d'inflation en Europe Eurostat, c'est une plaisanterie. Vous avez les biens alimentaires qui augmentent de 15 à 20%, vous avez les prix du pétrole qui ont augmenté aussi fortement, de plus de 20%, vous avez un certain nombre de produits de consommation courante, comme les vêtements, les chaussures, etc., qui augmentent également très au-dessus de 10%. Vous ne pouvez pas avoir 8,4% d'inflation. Comment on arrive en Europe à 8,4% d'inflation, 6,5% aux États-Unis? Allez aux États-Unis expliquer qu'à 6,5% d'inflation, c'est une vraie plaisanterie. Parce qu'en fait, les organismes étatiques de type INSEE en France font ce qu'on établissent le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, on prend un certain nombre de produits et on calcule l'augmentation des prix sur ce panier. Et dans ce panier, qu'est-ce qu'on va introduire? Eh bien, les produits hi-fi vidéo, qui connaissent plutôt une déflation. Même lorsqu'il y a, par exemple, quand vous avez une télévision qui passe de la 4K à la 8K, même si le prix ne diminue pas, ou n'augmente pas ou ne diminue pas, on va considérer que cette augmentation technologique correspond à une baisse de prix. Donc on va artificiellement faire baisser le taux d'inflation officiel. Donc le taux d'inflation officiel, c'est une blague, il n'est pas de 8,4%, il est de 8,4% en Europe en 2022 officiellement d'après Eurostat. En réalité, il est autour du double, c'est-à-dire autour de 17%, et aux États-Unis, on n'est pas à 6,5%, on est en réel à 13%. Donc la conséquence, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que comme vous avez effectivement un taux d'inflation extrêmement élevé, et qu'en réalité les retraites ou les salaires n'augmentent pas, eh bien le pouvoir d'achat s'écroule. Le pouvoir d'achat des consommateurs. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, jusqu'en 2022. Jusqu'à présent, lorsque l'État faisait tourner la planche à billets et prêtait de l'argent, notamment aux grandes institutions financières, ça faisait monter les prix des actions, des obligations, de l'immobilier, mais pas les prix des produits de consommation courante. À partir de 2022, ce que j'appelle hyperinflation, c'est-à-dire inflation hors de contrôle, c'est une augmentation des prix des produits des consommateurs, donc une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, une baisse massive du pouvoir d'achat. Et là, on en vient à la crise bancaire. Pourquoi les banques font faillite? Parce que les banques, elles ont prêté à des consommateurs qui deviennent insolvables, qui deviennent de plus en plus insolvables. C'est vrai aux États-Unis, sur les emprunts des prêts étudiants, sur les encours des cartes de crédit, puisque tout fonctionne là-bas au crédit revolving, c'est-à-dire que vous avez une ligne de crédit, vous tapez dans le crédit, et plus vous remboursez, plus votre ligne de crédit augmente. Alors, en Europe, on a moins ce phénomène, on a également moins le phénomène des emprunts à taux variable, mais globalement, vous avez une perte de pouvoir d'achat des consommateurs, des entreprises, des petites entreprises et des ménages, et ça se traduit effectivement par des faillites bancaires. Alors, ce qui aggrave aussi la crise bancaire, c'est que c'est un phénomène qu'on appelle l'aléa moral. C'est-à-dire que les banques savent, et c'est ce que j'explique dans Demain l'âge d'or. Demain l'âge d'or, c'est le livre, c'est comme le vin. Hein. Le bon vin, le mauvais vin devient du vinaigre, et le bon vin, avec le temps, on se découvre qu'il est c'est un nectar. Donc, j'explique effectivement dans Demain l'âge d'or que l'État sauvera les banques, quoi qu'il en coûte, whatever it takes, et que cette situation fait que les banquiers ont pris d'autant plus de risques à prêter à des consommateurs dont ils pouvaient se douter qu'à un moment donné, ils auraient du mal à rembourser leurs emprunts. Mais leur job, effectivement, c'est prêter, pour faire des démarches commerciales, naturellement, jusqu'au jour où, effectivement, les emprunteurs font faillite, ou trop d'emprunteurs font faillite, mais il suffit que 1 ou 2% des emprunteurs fassent faillite dans une banque. Hein. Il faut pas besoin qu'on ait la majorité d'emprunteurs qui se déclarent en défaut de paiement. 2-3% suffisent très largement. Et à partir de là, les États vont intervenir pour sauver les banques.
bien évidemment, mais comment vont-ils intervenir pour sauver les banques? Eh bien en faisant tourner la planche à billets, c'est-à-dire en créant de l'inflation. Donc l'inflation amène à la perte du pouvoir d'achat des consommateurs, qui amène à la faillite des banques, qui amène à l'intervention de l'État, et qui amène à plus d'inflation. Donc on est entré dans un processus de destruction absolument inéluctable, et les personnes que l'on a mis au pouvoir, alors les personnes pour lesquelles on a voté, mais aussi les personnes qui sont au pouvoir et qu'on n'a pas élues, comme par exemple les vieilles qui dirigent l'Europe ou les États-Unis, Janet Yellen aux États-Unis à la Fed, alors aujourd'hui c'est Jerome Powell ou Kamala Harris, alors à côté de Biden, elle passe pour une jeunesse, mais en réalité, je crois qu'elle est née en 64, donc ça veut dire qu'en 2024, elle a 60 balais. Et puis en Europe, on a Elisabeth Borne, on a Christine Lagarde, on a Madame Ursula von der Leyen. Toutes ces personnes n'ont pas été élues. Elles ont été nommées, tout simplement. Donc toutes ces vieilles qu'on a mis pour nous rassurer, en disant que ce sont des femmes, de vieilles femmes, mais des vieilles femmes qui sont tout aussi incompétentes et menteuses que les hommes qu'elles ont remplacés ou qui étaient leurs prédécesseurs. Donc en réalité, ces personnes-là ne sauveront pas le système, mais au contraire aggraveront la crise. Et la véritable révolte, ça ne sera pas les révoltes de type retraite ou autre, ça j'y crois pas beaucoup, tout simplement parce que d'abord on vit de plus en plus vieux, et il y a une logique de partir aussi plus vieux à la retraite, et il y a quand même une logique derrière tout ça, mais la révolte, elle viendra de l'inflation, le fait que l'inflation détruit le pouvoir d'achat des retraités, des salariés, des épargnants, et qu'à un moment donné, effectivement, on aura une situation révolutionnaire, on aura une situation, en tout cas de révolte, qui peut, et c'est à nous de travailler, faire en sorte que cette révolte se transforme en véritable révolution, et une révolution qui n'amène pas des gauchistes encore, la gauche casse encore plus gauchiste au pouvoir, parce que c'est tout l'enjeu des révolutions. Historiquement, révolution française ou gilets jaunes, ou même révolution bolchevique, initialement en Russie en 1917, ce sont des révoltes d'artisans, de commerçants, de paysans, de gens productifs, et ensuite la révolution elle est volée par la gauche casse et par des gauchistes. Donc voilà, tout l'enjeu c'est pas simplement d'aller de la révolte à la révolution, mais de la vraie révolution, pas la révolution qui amène des gauchistes encore plus à gauche que les gens qui nous gouvernent. Voilà. Donc nous sommes dans ce processus révolutionnaire, il est pas rapide, ça va prendre encore des années. 2022 ce n'est que le début de la phase de ce que j'appelle l'hyperinflation, c'est-à-dire l'inflation incontrôlable, mais on est entré dans ce processus. Il faut en avoir conscience. Voilà, merci à toutes et à tous. Je reviendrai vers vous, bien sûr, sur ce sujet, et je vous dis à bientôt.